Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre quotidienne consacrée à la route du Rhum. Comme tous les soirs, je serai accompagné par Victor Pérez-Boucheron. Bonsoir Victor. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Et nous retrouverons dans quelques instants Nicolas Coute, notre envoyé spécial en Guadeloupe. Mais pour le moment, je vous propose tout simplement d'écouter le sommaire de cette émission. Chez les Ultimes, après la victoire triomphale de Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild, celui de François Gabard sur Lazare Tigue, Thomas Coville sur Sodebo a pris la 3e place. François Gabard et Thomas Coville seront nos invités, entretien exclusif. En course, Francis Joyon et Yves Le Blévec sont en train de se disputer la 4e place. Les deux hommes ne sont qu'à quelques encablures de la Guadeloupe. Chez les Ocean 50 et les IMOCA, dominés par Quentin Vlaminck et Charlie Dalin, la lutte fait toujours rage. Et nous aurons aussi, comme chaque soir, le journal du Rhum, la rubrique On-Board ainsi que notre page réseaux sociaux. Et pour commencer, je vous propose bien sûr de regarder le résumé des dernières 24 heures. Dans la baie de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Thomas Coville à bord de son Sodebo Ultime 3 complète le podium de la catégorie des bateaux volants. Il y a nos bateaux et les autres. Il y a une partie de la flotte qui est devenue obsolète et une partie qui effectivement aujourd'hui peut jouer des duels et des matchs comme celui-là. L'écart se resserre en tête de la flotte des IMOCA. Les monocoques sont englués dans une zone sans vent au milieu de l'Atlantique. Là, je suis en plein milieu de l'Atlantique. Dans 5 jours environ, normalement, je devrais pouvoir arriver à Pointe-à-Pitre. J'ai passé les Açores il y a environ 48 heures. Et là, on essaye de passer une zone dans laquelle il n'y a vraiment pas de vent. On appelle ça une dorsale. Et j'espère que je suis à la fin. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon du bateau. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vent. Et j'essaie de sortir de là, justement, pour retrouver du vent et vous rejoindre au plus vite en Guadeloupe, surtout. 2e jour, sans vent, à bord de l'Hublot. Je pense que j'ai dû faire 1 nœud et demi de moyenne. C'est dur. Même situation en Ocean 50, l'avance d'Arkema s'est réduite à 37 000. L'anticyclone a redistribué le jeu. Ça commence à être un peu dur, il reste presque 3 jours de mer. Donc voilà, on s'accroche, le vent va commencer à s'intensifier un peu. Pour le sprint final, ça va envoyer. J'ai 2 concurrents en haut de table juste derrière moi à mes pouces. Et là, on est entre 20 et 25 nœuds. C'est assez joli. Les classes 40 allongent enfin la foulée vers l'ouest et la Guadeloupe. Dans les catégories Rhum, Gilles Buquenot en multi et Jean-Pierre Dick en monocoque occupent les avant-postes. Alors bien sûr, 6 jours, 19h, 47 minutes et 25 secondes, c'est donc le nouveau record établi hier par Charles Caudrelier qui a pulvérisé de 18 heures celui que détenait Francis Joyon depuis 4 ans. Nicolas, derrière ce chiffre, il faut surtout noter le sans faute du Breton qui, rappelons-le, était favori pour sa première participation à la route du Rhum. Hier, Charles Caudrelier, Nicolas, est donc entré dans l'histoire. Oui, effectivement, et d'ailleurs, ce qui est assez invraisemblable est devenu tout à fait plausible, à savoir que les 3 premiers de cette 12e édition de la Route du Rhum, Destination Guadeloupe, ont battu l'incroyable record déjà il y a 4 ans de Francis Joyon. Cela s'explique par la technologie même des bateaux, et on le verra tout à l'heure avec nos invités, puisque ce sont des bateaux que l'on compare à des engins mi-nautiques, mi-aériens, avec notamment toute cette technologie. Charles Caudrelier est enfin rentré dans l'histoire, enfin parce qu'il en rigolait d'ailleurs hier en conférence de presse, lui qui est bien plus connu à l'international qu'en France en lui-même. Et il racontait cette anecdote lorsqu'il a amené sa fille un matin à l'école. Il discute avec l'institutrice de cette dernière et il lui dit: tiens, je vais faire cette course à la voile. Et elle lui dit: ah bon, mais comment vous vous appelez? Il lui dit donc qu'il s'appelle Charles Caudrelier, et l'institutrice en question répond: mais écoutez, je suis désolé, je ne vous connais pas, mais moi je m'appelle Samantha Davis, pour vous dire à quel point l'anecdote est assez drôle. Charles Caudrelier rentre enfin dans la légende française, parce que vous le savez, en France, on a toujours cette sacro-sainte manie de critiquer ou de contester ou de ne pas mettre en valeur les véritables performances des champions d'hier qui deviennent les champions d'aujourd'hui et les futurs champions de demain. Charles Caudrelier fait donc partie de ce cercle très fermé des grands vainqueurs
heures de compétition avec ce record. Et s'il n'y avait pas eu ces problématiques météorologiques, eh bien, il se murmure ici à Pointe-à-Pitre au Memorial Act que le record aurait pu être même en dessous des 6 jours, ce qui est là aussi inenvisageable au départ, mais qui est en passe de l'être pour la prochaine édition dans 4 ans, parce que c'est à l'image de vos téléphones portables, de vos ordinateurs et de la vie en général, tout évolue vite, extrêmement vite. Alors Nicolas, malheureusement, hier, la fête a été gâchée par un drame avec le décès de 2 salariés de OCI Sport Pendwick. Oui, effectivement, hier nous étions tous angoissés et il ne faut pas hésiter à le dire parce que Alex Petiot nous a quittés ainsi que François Navaillant. Alex Petiot était le chef de projet chez OC Sport Pendwick et j'avais eu l'occasion 48 heures avant son décès et ce drame de discuter avec lui, notamment de la Arkema Ultimate Challenge qui est le futur tour du monde à la voile pour ces ultimes. Ils seront 7 ou 8 à partir sur la ligne d'arrivée. C'est lui qui était en charge de ça, comme il était en charge de la solitaire du Figaro et aussi de la Transat Paprec-Concarneau-Saint-Barthélemy. Le bateau s'est retourné, le procureur n'a pas souhaité commenter davantage cette information. Toujours est-il que c'est vraiment un profond drame ici. Je peux vous dire que les équipes autour de Joseph Bizarre, je lui ai proposé de venir dans cette émission tout à l'heure. Il m'a envoyé un petit texto en me remerciant de l'invitation puisque nous voulions rendre hommage à François et à Alex qui nous ont quittés. Pour le moment, ils sont tous vraiment émus, profondément tristes, puisque ces deux-là n'ont pu être ranimés. Et finalement, cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe restera fantastique, mais aussi dramatique. Tout le monde est encore sous le choc. Je peux vous dire que la salle de presse à l'hôtel La Créole Beach ce matin, eh bien, malgré la victoire de Caudrelier, l'arrivée de Gabard et de Coville, tout le monde était profondément ému, consterné et encore sous le choc parce que cette 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe restera eh bien, malheureusement endeuillée par ce qui est arrivé hier. C'est une triste première, mais malheureusement eh bien, voilà, on ne peut que pleurer ceux qui nous ont quittés. La fête aurait dû être plus belle et plus grandiose. Cela n'aura pas été le cas malheureusement puisque toutes les festivités concernant hier soir ont été purement et simplement annulées à la demande de l'organisation mais aussi à la demande du président de la région Guadeloupe. Alors merci Nicolas. Et là, pour revenir à la course, François Gabard, le néo-aquitain, est arrivé, vous le savez, 2e hier en 6 jours, 23 heures, 3 minutes et 15 secondes. Un temps record également et une belle prestation comme il y a 4 ans. Derrière François Gabard, Thomas Coville est arrivé hier soir aux alentours de 20h52 et s'octroie du coup la 3e place du général sur Sodebo, 17e du général en 2018. Il a cette fois pu maîtriser les événements ainsi que les éléments. Nicolas, vous avez pu rencontrer Thomas Coville. Oui, effectivement, Thomas Coville est à mes côtés. Thomas, une 3e place, comment vous la jugeriez-vous ? Pour moi, ça a été d'abord un match très engagé à 3, où il fallait un vainqueur, et bravo à Charles. Et avec François et Sodebo, on a livré quelque chose d'unique et qui nous a fait passer finalement dans une autre génération. Et je vis d'avoir participé à un match unique. C'est sûr que c'était pas la cible. Nous, la cible, c'était d'aller gagner cette route du Rhum 2022. Mais je suis fier et je suis content de notre race. On va chercher notamment à un moment donné dans la compétition au niveau des Açores quelque chose d'engagé et qui ne paye pas autant que prévu en stratégie. Mais ça, refaire le match après, c'est pas trop mon style. J'ai lu une de vos interviews ce matin dans les colonnes de Ouest France où vous disiez avoir eu peur à un moment donné. Sur quoi ? Non, c'est là où j'ai le plus peur, pour être très honnête, c'est en arrivant ici. J'ai pris dans ma dérive de nuit un DCP qui m'a arrêté d'un seul coup. Et en solitaire, tout seul, il a fallu que je plonge pour libérer donc ce grand Orin relié et donc qui fait des tonnes et des tonnes et qui arrête un bateau comme Sodebo net. Et là, quand vous êtes dans l'eau, tout seul, avec beaucoup de mer, là c'est très engagé. Et oui, là j'ai fait quelque chose de risqué. Je me souvenais que Mike Horn m'avait dit c'est là où tu verras vraiment
qui tu es et c'est quoi ton visage. Et donc c'était quasiment en course finie où il n'y avait plus d'enjeu. Et pourtant, c'est là que ça m'a demandé le plus de ressources. Donc vous êtes le nouveau Mike Horn? Oh non, non, pas du tout. Non, Mike est le parrain de mon bateau. Donc c'est quelqu'un que je connais bien ou que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup et qu'on s'aime vraiment. Enfin, c'est un ami et il m'avait dit ça et ça a résonné dans ma tête au moment où il faut le faire. L'analyse de votre course en tant que telle, est-ce que vous êtes satisfait de vos décisions, de votre stratégie, du comportement de votre bateau, de la technologie à bord de votre bateau? Ouais, globalement, on a fait une très belle trace. Et notre trace, elle est fière, elle est engagée. Elle est volontairement, quelquefois, elle a osé se déconnecter des autres pour essayer de gagner et passer devant, donc prendre des risques. Ça nous ressemble bien. Sodebo, c'est encore un bateau jeune qui, effectivement, face à un bateau comme Gitana, qui était déjà là il y a 4 ans et qui nous a emmenés. C'est Gitana qui nous a emmenés dans ce mode volant. Et puis François qui a sorti un bateau hors norme aussi. On est dans cette même mouvance, donc technologiquement parlant. Je dirais on a un petit déficit pour être clair, sans langue de bois, quand il faut voler dans les tout petits airs. Dès qu'il y a du vent et dès que les conditions sont musclées. Vous l'expliquez comment justement? C'est des choix qu'on a fait qui étaient plutôt un bateau orienté pour faire un tour du monde en solitaire qui va avoir lieu l'année prochaine. Et pour un bateau qui soit effectivement typé d'aller vite dans de la grosse mer, ce qu'on a réussi à faire. Et puis à d'autres moments, c'est la technologie et la technique, souvent c'est des choix qui marquent une conception qui marche. Souvent ça marque aussi enfin, c'est assez lié au caractère de chacun, hein. C'est beau d'ailleurs. J'aime bien lire la personnalité d'un skipper par rapport au bateau qui le ressemble. Et souvent on dit ça, il naît de nos tripes, il naît de notre conception et de comment on voit la mer, quelle mer on a envie de rencontrer. Et cette liberté architecturale qu'on a même là, elle est assez magique. Et d'ailleurs, de voir les bateaux, c'est des bateaux qui... Je connais pas de gens qui soient arrivés et qui étaient blasés de voir les bateaux. On fait waouh, c'est cette nouvelle ère qu'on a construite ensemble là, et qu'on a marquée par cette route du Rhum. Elle est le début, mais je suis content de faire partie aussi de cette histoire-là. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que à vous trois, que ce soit Charles Caudrelier, François Gabard ou vous avez finalement battu, explosé le record de Francis Joyon. C'est la voile de demain? Oui, c'est ça. Mais c'était un peu prédit, on l'avait dit au début. Nous, avec Sodebo, et c'est pour ça que notre bateau est comme le nôtre, on voulait finalement une transition. On avait fait un bateau plutôt hybride, qui puisse au début naviguer aussi sans foiler tout le temps, en ayant effectivement cette capacité, ce qui fait que dans le petit temps par exemple on est plus hybride éventuellement que les autres, ou si demain on avait un problème avec un foil autour du monde, on serait capable de rentrer ou on serait même capable de finir. Donc c'était un peu l'idée, mais c'était aussi que dans un intérêt général d'une flotte entière, on garde une homogénéité. Or ce que nous a emmené Gitana à faire, comme je l'ai dit en stratégie, a fait qu'il y a une flotte qui est obsolète. Et qui est... Vous regrettez le combat judiciaire qu'il y a eu en amont de cette route du Rhum? Alors moi, On vous a senti plutôt très à l'écart par rapport à d'autres concurrents. Ouais, je suis à l'écart parce que d'abord le monde de l'agressivité n'est pas le mien. Pour moi, j'ai du respect pour tous les coureurs qui respectent les règles et l'arbitre. Je suis un compétiteur pour ça. J'ai même besoin, moi, dans ma vie, de ce cadre dans lequel après je m'exprime et un adversaire après c'est pas quelqu'un. J'ai jamais de mots comme de. J'ai pas des mots, je suis pas un tueur vis-à-vis de finalement mon pire adversaire me sublime et me rend meilleur, donc je le remercie. Et donc je veux garder cette attitude face à mes concurrents, le respect que je peux avoir. C'est pour un sage par rapport à d'autres. Ouais, mais c'est ma philosophie de vie aussi. Pour moi le sport est d'abord là pour me rendre meilleur en tant qu'homme, en tant que père, en tant que frangin, en tant que c'est un moyen et pas une fin en soi. Je suis pas là pour je suis là pour me battre et être meilleur avec la compétition, et un adversaire va m'aider à ça, mais il faut qu'il soit dans le cadre de la règle qu'on a mis ensemble. C'est juste ça qui m'a déçu, mais je regrette évidemment que ça prenne des tournures qui souvent sont exacerbés par le monde d'aujourd'hui, de la communication, des réseaux, et qui essayent en fait en plus de cliver.
vous allez être pour ou contre, vous allez être avec ou... Et ce monde-là, bipolaire, rend les choses pas assez nuancées et c'est très loin de mon monde. Quand je suis en mer, je suis libre. Pas assez nuancé, pas assez édulcoré, c'est vrai que c'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a plus, c'est pas comme autrefois, on va passer presque pour des vieux baroudeurs, mais c'est un peu ça. Ouais, mais c'est plus que on peut défendre aussi ça. On peut défendre aussi cette... Moi je défends que il y a 4 ans, je suis arrivé 3e, mais une semaine après parce que j'avais cassé. Mais je pensais jamais être le skipper que je suis devenu avec le bateau que j'ai aujourd'hui. Je pensais être quelqu'un qui rêve fort et qui rêve grand. Et là, en 4 ans, j'ai dépassé mon rêve. Je pense que c'est presque une bonne définition du bonheur. Et dans une actualité et dans une époque qui n'est pas facile, moi j'ai envie de dire l'époque est fabuleuse parce que dans 4 ans, vous ne savez pas qui vous serez encore et vous serez meilleur, vous serez plus loin, plus fort que la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça demande par contre un peu de subtilité, des nuances, une approche avec une philosophie de vie qui respecterait l'adversaire, les règles, l'arbitre. Mais dans ces cas-là, on peut croire vraiment à un avenir meilleur et que l'époque est formidable. Vous avez pu vous reposer cette nuit ? Ouais, je me suis bien reposé cette nuit. Mais j'avais plus d'énergie en arrivant qu'en partant. Ça, c'est la magie du sport, c'est la magie quand vous avez réalisé quelque chose de fort en vous. Et un athlète, il va chercher ça. À la fin d'un match, même terrible de football, quand vous avez réalisé un match plein, vous avez généré en vous plus d'énergie que vous n'en avez laissé. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qui fait l'adrénaline et le sport. Vous allez repartir quand ? Quels sont vos objectifs pour 2023 ? Là, on fait un point du bateau. On va faire un débrief ce soir, donc ça va vite. Le bateau va rentrer après les obligations qu'il a avec l'organisateur ici en Guadeloupe. Vous savez quand sur quelle course vous allez repartir en 2023 ? On envisage, si le bateau est en état, de repartir dès cet hiver sur un trophée Jules Verne, en équipage, donc en décembre, dans un mois. Et puis après, il y a tout un programme avec la classe ultime. Vous allez faire l'Arkea Ultime Challenge qui avait été proposé par OC Sport Penduic. On pense à Alex Picot qui nous a quittés hier tragiquement et qui était chef de projet chez Penduic et avec qui, il y a encore 48 heures, c'est difficile, on le sent notamment au travers de l'ambiance ici à l'hôtel où c'est pesant. Et c'est vrai qu'on parlait de ça avec lui, il était passionné, il nous parlait de la solitaire du Figaro et c'est une édition qui restera indéniablement pas comme les autres, ne serait-ce que par le drame que Penduic a vécu, subi et au travers des relations qu'on avait tissées tous ensemble avec ce groupe-là. Ouais, et Alex représentait exactement et parfaitement l'enthousiasme et la passion, je dirais, des gens de l'ombre qui organisent. Avec ses étoiles dans les yeux, il nous en parlait, c'était un magicien, il arrivait à... Incroyable, et je pense qu'il partage la même passion que nous, de ce qu'on veut défendre quand on crée un événement comme celui-là. Il avait cette philosophie, il avait cette envie qu'à travers les événements qu'il construit. Et puis cette maîtrise de la voile aussi, il ne faut pas l'oublier, c'était un grand spécialiste de voile. Plus que ça, un très bon technicien, il comprenait très bien ce qu'il fallait, comment le faire, une très belle expertise, un très beau respect. Il restait à sa place, mais il était très pertinent dans toutes ces questions pour qu'effectivement ça prenne en compte l'intégralité. Donc Alex, c'était là-dessus indéniablement le maître du projet de cette course autour du monde qui partira de Brest l'année prochaine. Il va nous manquer définitivement énormément. Je pense même que ce tour du monde aura lieu pour lui et grâce à lui, entre autres. Oui, effectivement, Alex Picot qui nous a quittés hier, comme nous vous le disions, en compagnie de François Navaillant, le patron des partenariats pour OC Sport Penduic. On a vécu un drame et on ne va pas insister là-dessus. Mais revenons furtivement, Thomas, si vous êtes d'accord sur votre programme de 2023. Donc vous allez repartir pour un petit Jules Verne, pour la route, avec l'espoir. C'est pas un petit Jules Verne. Hein. Ça va être un gros. Il n'y a pas de petit Jules Verne. Alors encore une fois, ça va dépendre du bilan technique du bateau là, du bilan à l'arrivée à Brest. Il faut rester humble par rapport à Lorient. Et puis après on s'élancera de Brest si l'opportunité nous en est donnée. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire qu'un hiver sans tenter d'aller dans l'hémisphère sud, c'est un hiver perdu. Pourquoi ça? Parce que les Jules Verne ne peuvent climatologiquement parlant se tenter qu'en été austral, donc en hiver chez nous. Et d'en laisser passer un sans le tenter,
c'est dommage. Enfin, c'est presque une erreur professionnelle. Donc ça confirme ce que l'on dit beaucoup de vous, c'est que vous ne savez jamais vous arrêter. Je ne sais pas si c'est ça. J'ai ça en moi, j'ai cette énergie-là, j'ai cette passion, je suis bien quand j'y suis. J'avoue que l'ambiance des mers australes est quelque chose qui me marque et m'a marqué à jamais. Je suis obsédé par cette ambiance des mers du Sud, et loin de la Guadeloupe, ça c'est sûr, mais de ces terres vierges et où je me sens aussi à ma place. J'ai dans ces cas-là une vraie connexion, sans être mystique, hein, mais avec la nature, avec les éléments, avec une vague, avec une lumière. Et chaque hiver que je peux tenter ou aller me rend et me donne cette sensation d'être à chaque fois un peu différent. Et donc du coup, Jules Verne, pour résumer, l'Arkea Ultimate Challenge et éventuellement la Jacques Vabre? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ce sera compatible à Jacques Vabre avec l'Arkea Ultimate Challenge. Disons que le calendrier, quand on le regarde, c'est assez serré. C'est serré, voilà. Ça va dépendre du timing qu'on a par rapport à ça. Ce serait idéal, ce serait le timing idéal, ne serait-ce que pour être fidèle à la Jacques Vabre, qui est une course que j'adore aussi. Le double, c'est finalement le format le plus fabuleux. C'est là où on exploite le plus le bateau, on partage déjà avec quelqu'un. Moi j'ai trouvé avec Thomas Rouxel un partenaire avec qui j'adore naviguer, donc c'est vrai que dans un monde idéal, si j'avais le droit de le faire, c'est ce qu'on ferait, mais je sais déjà qu'en technique et dans mon groupe, on va me dire non mais tu rêves. Mais j'ai le droit de rêver avec vous. J'ai le droit de rêver. Moi je suis le premier à vouloir rêver avec vous. Voilà, c'est ça, ouais, c'est pour ça. Donc, mais déjà, mon objectif à terme là, c'est effectivement d'aller chercher cette course autour du monde en solitaire à laquelle je pense depuis 2006. Donc c'est quelque chose qui n'est pas né d'hier, c'est pour moi le Graal du Graal de ce qu'on entreprend de faire avec ce trimaran Sodebo depuis maintenant 15 ans. Merci Thomas Coville. Voilà Jean-François, nous étions depuis la Creole Beach à Pointe-à-Pitre avec le 3e dans cette catégorie ultime et donc sur la ligne de départ du Jules Verne avec Thomas Rouxel. Il est déjà prêt. On a dit j'ai regardé techniquement déjà comment c'est. J'aime bien un peu vous taquiner. Mais ça fait partie de ton job. Et voilà, c'est ça. Merci Thomas, merci Jean-François. On se retrouve dans quelques minutes. Merci Nicolas, merci Thomas. Effectivement, Nicolas, on se retrouve dans quelques minutes, c'est-à-dire même à l'instant même. Je vais vous donner un chiffre, Nicolas, si vous m'entendez. 6 jours, 23 heures, 3 minutes et 15 secondes. C'est le temps réalisé par un certain François Gabard qui est arrivé hier. Et vous êtes justement, Nicolas, avec François Gabard. Effectivement, à Saint-François, avec François Gabard, qui fait partie de ces 3 premiers concurrents de la classe ultime, qui lui aussi a battu le record de Francis Joyon, qui devrait arriver dans le courant de la nuit. François Gabard, bravo, beau succès. Quel est votre ressenti un peu moins de 24 heures après votre arrivée ? C'est alors forcément un peu troublé par l'accident qui a lieu juste avant mon arrivée, que j'ai appris juste après avoir coupé la ligne. Donc là 24 heures après j'ai un tout petit peu de recul par rapport à cet accident, mais assez peu, et forcément c'est un sentiment très mitigé parce qu'il y a cet accident et puis il y a aussi la course avec pour moi une belle 2e place, beaucoup de plaisir à avoir navigué sur le trimaran S vers les Artigues et voilà, et la fierté de tout le parcours qu'on a fait avec toute l'équipe depuis 2 ans pour en arriver là. Donc voilà, il y a ce petit mixte qui existe. Et voilà, et vu que je suis un garçon plutôt optimiste, positif, qui se tourne vers l'avenir, on va essayer de surtout garder les choses positives. Alors nous, les Néo-Aquitaines, nous sommes plutôt fiers de vous puisque vous avez une belle 2e place. Sur quoi s'est jouée votre course ? Sur votre avarie ? C'est difficile à dire parce qu'alors évidemment, j'ai eu un petit problème technique, mais en courseur, j'en ai toujours des problèmes techniques, on essaie de les réparer au plus vite. Et puis c'est notre job aussi en amont d'avoir le bateau le plus fiabilisé possible pour pas les avoir, ces petits problèmes. Et voilà, il m'a manqué un petit peu, peut-être un petit peu d'agressivité au départ pour être tout de suite dans le match. J'ai plutôt pris peu de risques sur le départ. Et puis surtout en face, j'ai eu un Charles Caudrelier qui a fait une course magnifique, qui justement était dès le départ vraiment dans le match. Et voilà, et qui a fait une belle course, et je suis content de l'avoir d'avoir joué avec lui, de m'être battu et d'avoir fait d'être finalement pas si loin que ça de lui à l'arrivée.
ça laisse, c'est plutôt très prometteur pour la suite. Ouais. Avec Caudrelier qui est venu vous serrer la main malgré les déboires sur le plan juridique qu'il y a eu durant 6 mois. Avec du recul, vous regrettez cette période? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous reprochait? Non, pas vraiment, mais est-ce que je regrette? Oui, en tout cas on peut tous, et je pense d'une manière assez... d'un consensus global, regretter la situation dans laquelle on est. Mais voilà, et par contre en même temps, avec mon partenaire, mon sponsor, on s'est battu pour être au départ de cette course et honnêtement, je suis content d'avoir été là et je pense que c'était bien d'être là parce que la course était... Moi j'ai l'impression d'avoir participé à cette course-là et d'avoir apporté quelque chose à l'événement. En tout cas, il y a eu du retour sur investissement pour le sponsor parce qu'on a beaucoup parlé de vous. Bah ouais, je crois. Et puis bah voilà, même pour la course et pour tout le monde, on a ajouté un petit peu il y avait un petit peu plus de sport par notre présence et ça, je trouve que c'était le plus important. Et ce bateau, François Gabard, dites-nous en quelques mots. Vous êtes plutôt satisfait, moyennement satisfait? Vous avez fait une 2e place pour la 2e fois consécutive. Je suis extrêmement satisfait, mais j'ai absolument pas d'objectivité parce que ce bateau, je crois que j'en suis un petit peu amoureux en fait. Le trimaran vers les Artigues, avec toute l'équipe, on y a mis tout notre cœur, toute notre âme, toute notre énergie depuis plusieurs années. Et voilà, et c'est un bateau qui est magnifique, c'est un bateau qui a encore beaucoup à progresser, on le disait, on apprend encore beaucoup, parce qu'il faut plusieurs années pour vraiment comprendre le bateau, arriver à en tirer le plein potentiel, arriver à le fiabiliser justement parfaitement. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais voilà, mais pour le moment, il nous a plutôt agréablement surpris à chaque fois, que ce soit l'an dernier sur la Jacques Vabre, quelques semaines après sa mise à l'eau, on était déjà dans le match pour un podium, et puis là où il nous manquait un petit quelque chose pour la victoire, mais pas grand-chose. On est très fiers du bateau. Le programme 2023, après cette seconde place sur la route du Rhum, vous l'avez d'ores et déjà défini ou c'est en train de se tramer? Non, malheureusement, justement, il y a encore pas mal d'incertitudes sur le programme. Mais alors là, je suis vraiment, en effet, plus que jamais positif. On va faire un tour du monde. Alors, on ne sait pas si c'est en solitaire, on ne sait pas si c'est en équipage, on ne sait pas si c'est en course, on ne sait pas si c'est en record. Comment ça se détermine tout ça? C'est une stratégie de Non, là c'est juste qu'il faut savoir les courses auxquelles justement on a le droit de participer. C'est dommage de dire ça, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et par contre, dans tous les cas, on va faire des choses, on va faire un tour du monde avec ce bateau. Il a été fait pour ça, il a été imaginé pour ça. Et voilà, et moi ça me fait rêver. J'en ai rêvé d'un tour du monde avec ce bateau et je sais qu'on va le faire et ça c'est le plus important. Et plutôt en équipage ou plutôt en solo? On ne sait pas encore aujourd'hui. Mais votre volonté c'est quoi? Moi ma volonté c'est de faire les deux à la limite. Je pense dans les 3 années qui viennent on aura le temps, je pense que c'est l'opportunité pour faire les deux et on va essayer de faire les deux. On parle régulièrement d'une victoire du skipper, mais c'est tout un team, tout un groupe derrière vous, c'est un esprit de famille, on peut le qualifier ainsi? Ouais, je pense en tout cas c'est une équipe. En effet, il faut bien comprendre que sur les bateaux sur lesquels on navigue, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à l'année. Pour la construction d'un bateau, on parle plus d'une centaine de personnes, donc c'est vraiment un projet collectif sur du long terme. Et oui, non, c'est vrai qu'on a la course au large en solitaire. Sur l'eau, on est tout seul, même si on est quand même aussi avec une équipe de routage à terre qui nous aide, etc. C'est vraiment un sport collectif. Merci François Gabard. Vous allez un peu de temps en temps à Saint-Michel en Charente d'où vous êtes originaire. On ne fait pas de bateau là-bas mais on s'y repose. J'ai grandi en Charente, en effet dans les vignes, dans le Cognacé. Mes parents y habitent toujours donc j'y retourne de temps en temps, jamais assez mais régulièrement en Charente et toujours avec grand plaisir de retrouver un peu les vignes de mon enfance. Et en tout cas entre le cognac et le rhum, il est difficile de faire un choix. Exactement, c'est mes deux préférés. J'avoue, j'ai un petit faible pour les deux et voilà, ça fait partie de mon histoire aussi. En tout cas, bravo parce que malgré la bataille juridique qu'il y a eu à l'automne, eh bien, on est fiers d'avoir un néo-aquitain 2e de cette route du Rhum destination Guadeloupe. On aurait voulu secrètement, et il faut être honnête, vous voir sur la première marche du podium. Je pense que... Moi aussi, moi aussi. Mais c'est pas grave, la prochaine fois. Mais on reste chauvin, puis il y a quand même derrière, notamment Quentin Vlaminck dans une autre classe, ou encore Apivia, le bateau Rochelet de Charlie Dalin, qui lui n'est pas Rochelet, mais qui est un peu de cœur. Donc on va quand même croiser les doigts. On va y arriver. Et on est tous fiers et heureux de cette 12e édition de la Route du Rhum. Bravo François Gabard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà Jean-François, on se retrouve demain pour de nouveaux invités.
Merci Nicolas et bien sûr un grand merci à François Gabard d'avoir répondu à vos questions. Alors si on connaît bien sûr, vous l'avez entendu, le podium, hein, Charles Caudrelier, suivi donc François Gabard et donc de Thomas Coville, derrière rien n'est acté puisque Francis Joyon et Yves Leblévec sont en train de se disputer la 4e place et les deux hommes ne sont plus qu'à quelques encablures de la Guadeloupe et leur arrivée est prévue normalement cette nuit, heure française. On vous tiendra bien sûr au courant sur nos différents réseaux sociaux. Derrière, eh bien, Arthur Levaillant est toujours à sa place et puis Armel Lecléache, bien sûr, qui avait repris un petit peu de retard. Vous savez, quand il avait dû réparer son bateau à Lorient, eh bien aussi, lui est en train de prendre petitement, mais sûrement, le chemin de la Guadeloupe. Il est suivi en 8e place de Romain Pillard. Comme vous l'avez compris, les succès sont également très serrés en Ocean 50 et en IMOCA, et tout ça est très indécis chez les Ocean 50. Et je vous invite à découvrir donc le classement à l'écran. C'est toujours Quentin Vlaminck sur Arkema qui est en tête devant Erwan Leroux, 37 miles juste d'avance, ce qui est quand même très peu. Sébastien Rogue suit à 42 derrière sur Primonial. Donc là encore, rien n'est joué dans cette catégorie. À signaler enfin que Armel Le Tripon, qui est 4e, il l'est depuis quasiment le début de la compétition. Passons à présent aux IMOCA avec Charlie Dalin sur Apivia, dont on avait perdu, souvenez-vous, hier, la trace avec une balise qui était en panne. Heureusement, donc tout s'est bien passé, tout s'est bien résolu. C'était juste une panne technique. Et donc, on retrouve Charlie Dalin en tête de cette catégorie, devant donc Thomas Ruyant et Jérémy Bayou sur Charal, qui était 2e hier. Mais alors, il faut savoir que les deux hommes, le 2e et le 3e, ne sont séparés que de 10 miles à l'heure à laquelle nous parlons. Enfin, les classes 40, pour terminer la série de classement, avec Johan Richomme, toujours en tête, qui s'est installé à cette place depuis maintenant plus de 48 heures, devant Corentin Duguay et Xavier Macaire. Et là aussi, entre 36 et 42 miles, simplement de retard sur Johan Richomme. Donc là encore, vraiment, tout est encore possible. À présent, place à une rubrique que vous connaissez bien dans cette émission. Vous la connaissez depuis le début, depuis le premier jour. C'est le Journal du Rhum. Il vous est présenté par Victor Pérez-Boucheron. On ouvre le journal du Rhum de ce jeudi 17 novembre. Les arrivées continuent en baie de Pointe-à-Pitre. Thomas Coville complète le podium. Nous ferons comme toujours un point sur la météo. Nous ferons aussi un point sur la course durant les dernières heures. Le focus du jour sera consacré à Arnaud Boissière qui évolue en IMOCA. Et nous ferons comme toujours un point sur le classement de nos néo-aquitains. La météo, un flux d'ouest-nord-ouest modéré à fort se met en place. À l'arrière d'un front froid lié à une dépression à 980 hectopascales et centrée sur l'Angleterre. L'anticyclone des Açores à 1027 hectopascales remonte à 800 000 à l'ouest des Açores. Un flux de nord-ouest faible et instable se met en place des Açores à Madère. Cet anticyclone se prolonge toujours par une dorsale jusqu'au Maroc. Un régime d'alizé faible et instable domine au sud de cet anticyclone et en direction de l'arc antillais. Un point sur la course désormais, alors que le tiercé gagnant en ultime 32-23 de cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe est désormais connu. Tout reste encore à faire dans les autres classes et catégories. C'est d'autant plus vrai que le contexte météo reste compliqué sur la route des Antilles. Ce jeudi, les Ocean 50 et les leaders en IMOCA composent avec des vents très instables, à la fois en force et en direction, qui ont pour effet de faire pour défaire les écarts au sein de la flotte. Une situation qui n'est pas à l'heure pas très favorable aux leaders. Quentin Vlaminck, Arkema comme Charlie Dalin à Apivia, ayant vu l'un et l'autre fondre une partie de leur avance ces dernières heures. Même tendance en classe 40 où à la sortie d'un énième front en milieu de nuit dernière, Johan Richomme, pas près qu'Arkea, a perdu lui aussi quelques milles sur la concurrence. Dans ce contexte, après une semaine de course, le match reste plus ouvert que jamais, grand ouvert, d'autant plus que les conditions à venir sont encore une fois loin d'être limpides. Un nouvel abandon à signaler sur cette route du Rhum, celui de Sacha Donard sur Viking Forever en classe 40. Le focus du jour est consacré à Arnaud Boissière, celui qui est originaire d'Arcachon en Gironde et qui court pour la 3e fois la route du Rhum. 9e de la dernière édition en IMOCA avec la Micaline, il est actuellement à la 16e place. Il s'est confié à notre micro au départ de Saint-Malo. Non, si, ouais, il y aura les voiles
Pour le premier front, je serai un peu plus grande, tu vois. J'avais préparé le J4, je pense que le J4, j'aurai que pour le deuxième front. Au cas où, le deuxième front va être très rapide et rapidement après le deuxième front, mettre une petite voile de portant pour accélérer. Là, on va faire des pointes de vitesse, je pense. Là, ça va aller à 25-30 nœuds, donc ça c'est chouette. On va en prendre plein la gueule, c'est chouette aussi. Mais oui, par rapport à il y a 2 jours, pendant 5-6 jours, on aurait serré les fesses, on aurait mis des voiles de tempête, quoi. Là, ça reste relativement plus maniable. Bah, il y en a plein, ouais, des trous de vent. Donc commencer à jouer, il va falloir être opportuniste, il va falloir bien regarder les cartes isobariques, les fichiers météo, et puis le météorologue avec qui je travaille m'a dit aussi sors le nez de la table à cartes et regarde en l'air. Dominique Honnet, il m'a dit regarde aussi l'évolution du ciel. Et c'est vrai que c'est un facteur important. Donc j'ai plein de schémas, plusieurs scénarios déjà indiqués sur mon roadbook qu'on a refait hier soir et qu'on affine avec Gérald Végnard là, actuellement. Donc voilà, des trucs hyper clairs, hyper simples pour moi, comme ça au moins je saurai quoi faire à quel moment, en tout cas faire le mieux. Il n'y a plus qu'à dérouler et avionnner. Intéressons-nous désormais au classement de nos Newakita encore en course. Quentin Vlaminck a passé une nouvelle journée en tête dans la catégorie des Ocean 50. 42 000 le séparent de son dauphin. 511 000 de retard pour Yannick Bestaven sur Charlie Dalin dans la catégorie des IMOCA à la 13e place. Arnaud Boissière, lui, est 16e. Les classes 40, Quito de Pavan perd une place et est relégué à la 11e place. Et Jean-Baptiste Daramy, lui, est 21e. Le Rochelais Arthur Vaillant dans la catégorie des ultimes conserve sa place de 6e. Il se trouve actuellement à 800 000 de la Guadeloupe qu'il devrait atteindre vendredi. Alors après le journal du Rhum, vous le savez, vous retrouvez tous les soirs les fameuses images filmées inside par les skippers eux-mêmes. C'est votre rubrique On Board. C'est calme, c'est comme ça le milieu d'une dorsale. Et pas facile à traverser, mais c'est moi qui ai mis dedans, donc c'est à moi de traverser. Je pense que je commence à toucher un petit peu le vrai vent qui va nous aider à sortir de là. On commence à voir un petit peu des nuages, ça c'est une bonne signe. Et ça glisse tout doucement, tout doucement. On dirait que c'est un bon moment pour se reposer, mais c'est pas facile à se reposer quand c'est la pétole. Bonjour, alors à bord de l'Ocean 50, groupe GCA Milin-Souris, on n'a pas de vent. Voilà, on est près d'Anticipation des Açores, on est rentré dans la dorsale et si vous voulez voir ce que c'est qu'une mer glacée, c'est une mer où presque on peut se voir dedans tellement elle est lisse. Donc voilà, vous voyez. Ça, bon c'est beau, mais on n'avance pas vite. Voilà. C'est comme ça. Donc on avance mètre par mètre et demain normalement le vent devrait revenir. On croise les doigts. Voilà, chose promis, chose due. Donc voilà, mais c'est très beau. Hein. Regardez, c'est magnifique. Avec le beau coucher de soleil, là on a le temps de le regarder tomber dans l'eau. Et vous voyez tout autour, en fait, c'est tout lisse. On a un 360 degrés.
Alors voilà, on est dehors, sur le pont, il n'y a pas de vent. J'attends ces alizés avec impatience là. Ils sont pas loin, hein, mais j'ai pas envie de me faire embarquer dans cette bulle sans vent. Cette petite option peut être profitable pour moi. Et je peux peut-être rattraper des petits copains. Bonjour à tous, bienvenue sur Use It Again by Extia. Le jour se lève aujourd'hui 17 novembre. Et voilà, c'est un peu la tête de sortie de boîte de nuit, hein, parce qu'on a veillé toute la nuit, nous on était sur le pont. Pas au rythme des basses, mais j'ai mis un peu de musique quand même pour m'accompagner. Mais au rythme du vent qui va et qui vient, on essaie de traverser cette foutue centrale anticyclonique. C'est le cas pour pas mal de gens, il y a un classe 40 à Stade Duret pas loin. Il y a un Rome Multi aussi. Fabrice Payen qui a un bon vieux ancien 50 pieds je crois, bon bref. Voilà, donc ça bataille et on lâche rien forcément. Donc j'espère que le vent va être un tout petit peu établi, qu'on puisse grignoter quelques siestes aujourd'hui. Mais voilà, tout va bien à bord. Allez, salut. Voilà, deuxième jour, sans vent, à bord du hublot. C'est beau, hein? C'est un peu long là. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de nuages qui pourraient dire qu'il y a du vent quelque part. Alors bon, par là, il y a Tanguy, Conrad, Cali. Par là, il y a Giancarlo, il y a Eric Bayon et il y a Pépino. Si on continue notre tournée générale de la flotte, il y a Initiative Cœur, Boris Herman et le peloton qu'on aimerait aller choper, mais qui commence à se barrer. C'est vraiment dur pour les nerfs là. La nuit a été terrible. Voilà, ça fait partie des nuits où tu vois, si tu peux l'effacer, tu l'effaces, parce que je pense que j'ai dû faire 1 nœud et demi de moyenne. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc voilà, j'attends. De toute façon là, je peux pas faire grand chose. C'est calme, c'est calme. Donc voilà, maintenant faut croiser les doigts, un petit grain qui nous pousse un peu, je sais pas, quelque chose quoi. Là il faut quelque chose là. Salut les copains. Alors nous voici encore dans les alizés. Voilà, on est à la poursuite des concurrents, puisque en fait la petite option malheureusement ça n'a pas payé autant que ce que l'on avait espéré. Donc devant nous on a quand même une Armel Tripon qui serait à une petite centaine de milles, ce qui est en gros largement faisable en moins 4 jours, hein, ce qui nous reste au moins 4 jours jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, on lâche rien, on est focus sur les toutes petites bascules de vent, les réglages des intensités, pour qu'on grappille 1000 par 1000 ces centaines de milles. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on sera content de nous si jamais on y arrive. Donc voilà. Un petit tour d'horizon sur l'état du bateau, et puis je vous laisse découvrir tout ça. A très vite, à bientôt. La solitude est-elle dure à vivre? Écoute, sur une course comme la route du Rhum, ça va, c'est quand même pas très long. Mais oui, dans les moments difficiles, c'est sûr que c'est toujours plus sympa d'être à plusieurs. Et puis bon, c'est toujours plus sympa d'être à plusieurs pour faire des blagues avec les copains, quoi. Hello, on doit être jeudi, je pense. Cette nuit c'était compliqué, hein. Gros grain,
avec plus de vent du tout. Et notre petit trio là, c'est un peu éparpillé ce matin avec Maître Coq et Fortinet. Et voilà, c'est vraiment à celui qui trouve le trou de souris pour passer entre les nuages. Je sais pas si on voit bien les nuages. Des gros nuages comme ça là. Et du coup, quand je retrouve dessous, on peut rester des heures sans vent du tout. Donc c'est un peu la misère. Ouais. Regardez, on a eu un beau lever de soleil ce matin. Hop. Le premier avec des nuages alizés au vent, donc c'est top. Il va falloir pas se faire piéger par les gros nuages dessous et rester dans l'alizé. Allez, bonne journée! Un beau soleil, de belles images, comme d'habitude, comme tous les soirs. Alors, on vient avec vous, Victor. Hier, évidemment, on vous a un petit peu oublié parce qu'il y avait l'arrivée triomphale. Il y avait des faits majeurs, Jean-François. Des faits majeurs, effectivement. Mais on ne vous a pas oublié, Victor, puisque vous courez votre propre compétition. Les téléspectateurs le savent. Vous êtes sur la fameuse Virtual Regatta. Où en êtes-vous, tout simplement, Victor? Et oui, je suis engagé sur cette course virtuelle à la voile, Jean-François, en solitaire. Alors, je suis tout seul devant mon écran pour paramétrer mon bateau. Alors, je n'ai pas régressé, je n'ai pas avancé, j'ai stagné, tout simplement. Je me suis retrouvé dans une zone de non-vent, comme certains skippers qu'on a vu dans cet on-board. Je suis donc à la 105e 1000 places. Je n'ai pas, comme j'ai dit, je n'ai pas régressé, j'ai stagné. En fait, j'avais peut-être pas la bonne voile, j'avais peut-être pas la bonne option. Et quand je parle d'option, je me comprends. En fait, c'est que je me suis promené du coup sur ce site, sur cette application que j'avais pas l'habitude de connaître. Hein. Voilà, cette route du Rhum, je ne m'intéressais pas. Vous étiez novice. J'étais novice. C'était un néophyte. Je suis un néophyte. Ma première transat à la voile. Et j'ai vu qu'on pouvait payer pour aller plus vite, pour se replacer, avoir d'autres options. Alors, expliquez-nous. Alors, oui, parce que payer, effectivement, ça me surprend. Alors, comme disait l'autre, comment ça marche? Alors, on peut payer surtout en pièces virtuelles, mais pour payer en pièces virtuelles, il faut créditer son compte. Et je me suis promené par curiosité pour replacer son bateau. Et vous voyez, une frégate d'accompagnement qui assure la sécurité des participants. Je cite, hein, vous pouvez propositionner votre bateau à l'emplacement de la frégate. Ça coûte 1200 crédits. Et donc, je suis allé voir combien ça représente, 1200 crédits pour replacer mon bateau. Et je vois que ça coûte la modique somme, et je me comprends, Jean-François, de 9,99 €. C'est-à-dire que si je veux replacer mon bateau à l'endroit où se trouve la frégate, je dois payer donc 1500 pièces, 9,99 €. Et vous voyez sur cette image que ça peut aller de même jusqu'à 80 € et 299 € pour le pack de plusieurs millions de pièces. Donc c'est quand même un budget. C'est un pay to win, comme on dit dans le jargon du jeu vidéo, du game. C'est un certain budget, effectivement, certains qui se sont engagés. Je ne vois pas comment c'est impossible de passer par la case paiement, la case carte bleue, pour voilà, ne pas se retrouver à des places aussi loin que ce classement. Il y a également d'autres options, hein, un pack qui coûte 29,99 € avec dedans 3 voiles, un foil, tout plein d'autres options, des winches, un polish de la coque. C'est ce qu'on voit à l'écran, effectivement. C'est ce qu'on voit à l'écran, voilà, ça s'appelle donc le full pack à 29,99 €. On peut se dire, voilà, votre tête, Jean-François, rejoint donc cette situation. Waouh, est-ce que ça justifie vraiment de payer si on veut se retrouver du moins en pole position sur les places de premier? Voilà, certains doivent passer, comme je disais, par la case carte de crédit. Bah, c'est un peu comme dans tous les jeux vidéo, finalement. Oui, ça se rejoint un petit peu sur les jeux de guerre, sur les jeux en ville, de poursuite, je me comprends, sur certains jeux vidéo. Effectivement, mais c'est un peu dommage, c'est pas le charme naturel d'un jeu. C'est vrai qu'on est en compétition. Je vais rejoindre la régate réelle, hein, du coup, pour le coup, Jean-François. Un Edmond de Rothschild n'est pas comparable à un classe 40 d'Amélie Grassi sur Brioche la Boulangère, par exemple. On a des bateaux, et François Gabard a très bien dit dans l'entretien avec Nicolas Coute, des bateaux dignes de Formule 1, des avions, limite. On est entre la limite du nautisme et de l'aviation sur certains bateaux, notamment sur le SVR Lazartigue ou même sur le Edmond de Rothschild. Et donc, voilà, on peut pas comparer non plus un classe 40 et également ses ultimes, comme on peut pas comparer quelqu'un qui ne paye pas et quelqu'un qui va payer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs catégories, là aussi, hein, c'est comme dans la vraie vie. Vous devez normalement arriver quand? Est-ce que vous savez à peu près, vous avez une vision de votre arrivée? Oui, on est jeudi 17 novembre, il est actuellement 19h49 et on estime mon arrivée sur samedi après-midi, milieu d'après-midi. Je vais essayer de charbonner, de me mettre sur mon écran. Mais donc, on va vous encourager, Victor, absolument. Et toute la régie également va vous encourager pendant les heures qui viennent pour que vous puissiez arriver à bon port, sans jeu de mots. Et j'espère que Nicolas Coute sera sur le ponton d'honneur pour m'accueillir
et réaliser une interview comme il le fait si bien. Ça, c'est moins sûr parce qu'il sera peut-être encore dans l'avion. Et justement, merci Victor pour cette rubrique et on vous retrouve demain, évidemment, même lieu, même heure. Alors revenons maintenant à la course, à la vraie course. Depuis le début de cette émission, nous avons eu le plaisir d'avoir deux invités de marque, François Gabard, bien sûr, et Thomas Coville, respectivement deuxième et troisième de cette course, de cette fameuse Transat, la 12e édition de la Route du Rhum. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur le parcours de François Gabard cette année. La course quasi parfaite. Cette place de second entache le parcours du marin originaire de Saint-Michel en Nouvelle-Aquitaine. Auteur néanmoins d'un beau mano à mano avec Charles Caudrelier, François Gabard récidive comme la dernière édition en terminant à la place de second. Premier à 2 courtes reprises, Gabard aura su tenir les assauts de ses concurrents mais est tombé sur un Charles Caudrelier plus fort que lui. François Gabard se félicite donc de sa médaille de 2e avec son SVR Lazartigue, la même place qu'il avait embrassée durant la dernière édition avec son massif. Alors si le néo-aquitain n'a pas remporté cette course, il est deuxième, je viens de vous le dire, pour la 2e édition consécutive. Il y a 4 ans, il avait été aussi coiffé cette fois-ci par Francis Joyon. Il a tout de même un palmarès hors du commun, le néo-aquitain, et je vous propose en quelques minutes de retracer son portrait. Et voilà, on est dans l'Elysée, pleine balle. Il fait bel et bien partie des grands, des très grands. Jusqu'en Guadeloupe. Allez, ciao ciao. L'enfant de Saint-Michel qui a grandi en terre charentaise en a empilé des records. Une route du Rhum, une Transat Jacques Vabre, un Vendée Globe, le record du Tour du Monde en solitaire en ultime. Celui qui est à la porte de la quarantaine possède un palmarès à faire pâlir ses pairs. Parfaite. Comment faire une route parfaite pour François Gabard? Nous lui avons posé la question il y a une semaine au départ à Saint-Malo. Une route du Rhum idéale? Une route du Rhum idéale, elle a bien commencé justement quand on voit le succès là aujourd'hui du village. Il y a déjà beaucoup de monde dès ce matin ici, il y a des beaux bateaux. Une route du Rhum idéale, c'est une course difficile, pleine de rebondissements, avec beaucoup d'émotions. Beaucoup de partage avec le public, que ce soit sur l'eau au départ ou à l'arrivée ou avec toutes les personnes qui peuvent nous suivre à terre. De retour sur cette course sous le pavillon SVR Lazartigue, Gabard a fait face aux conditions qui ont malmené son bateau. Malchanceux, il l'a souvent été. 2018 et ce duel acharné où Francis Joyon lui pique la première place et le titre de vainqueur de la Route du Rhum pour 7 petites minutes. Une avarie de foil cette année qui l'oblige à ralentir et perd par conséquent 2 heures. Malheureusement, 2022 n'aura pas souri à l'homme de la région. Gabard termine 2e, le goût forcément amer qui rappelle les scénarios de l'édition 2018 où Francis Joyon avait fondu sur lui pour venir à la photo finish fondre sur le malchanceux. Alors je vous rappelle que François Gabard vient de donner un entretien exclusif à notre envoyé spécial en Guadeloupe, Nicolas Coute, et que vous pouvez retrouver dès à présent cet entretien sur nos réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Alors après François Gabard, on a aussi eu la chance ce soir d'avoir comme invité Thomas Coville sur Sodebo qui est terminé 3e, là aussi, grosse performance du marin français. Et là aussi, je vous propose de revoir en quelques minutes sa course. La course satisfaisante pour Thomas Coville sur son ultime Sodebo 3. Il avait pris les rênes de la Transat le 10 novembre durant quelques heures avant d'être rétrogradé 3e à 19h, place qu'il conservera jusqu'à la ligne d'arrivée. De nombreuses manœuvres pour le Rennais de naissance qui n'était pas à sa première transatlantique. Traverser ce front au large de... Ce sera mémorable pour moi ça. Les Açores, et puis enfin... côté le long de l'anticyclone pour essayer de trouver une petite voie pour attraper l'Alizé et là il fallait être capable de voler dans du tout petit temps et on a été moins bon sur ce coup là. Mais jusqu'à la tête à l'anglais et jusqu'au tour de l'île, il reste encore plein de choses. Là c'est un peu une course de vitesse pendant 24 heures dans cette fameuse Alizé. Au départ de Saint-Malo mercredi dernier, Coville nous partage ses sentiments sur cette route du Rhum. Mon premier très grand souvenir, c'est d'avoir été préparateur de Laurent Bourgnon en 1994 et de participer à cette victoire et la générosité qu'il a à l'arrivée. Et quand je vois ça dans son regard, je me dis c'est ça que je veux vivre. Donc ça, c'est mon déclic.
4 ans après, je remplace Yves Parlier et je gagne en IMOCA. Ce qui sans doute me propulse, alors que je me voyais plutôt, parce que je m'épanouissais énormément dans le fait de servir un groupe et un leader, et je ne me voyais pas en tant que leader. Le skipper Thomas Coville a rejoint la Guadeloupe en 7 jours, 6 h 37 minutes et 25 secondes. Il a passé la ligne d'arrivée à 20 h 52 heure française et se classe de nouveau à la 3e place de la route du Rhum. Très belle course également de Thomas Coville, qui est donc 3e pour la 2e fois de sa catégorie, précisons-le, parce qu'il y a 4 ans, il avait terminé 17e du général et 3e dans la catégorie ultime. Et je vous propose en quelques minutes, en quelques secondes, également son portrait. Elle fait sens dans un palmarès, cette route du Rhum. Rennais de naissance, Thomas Coville pratique la voile au plus haut niveau depuis son adolescence. Du Mini 650 au grand trimaran de record en passant par l'America's Cup et la Volvo Ocean Race, cet homme de bientôt 50 ans est l'un des skippers les plus électriques de sa génération. Cette route du Rhum, il l'a abordée avec de la légèreté au départ de Saint-Malo mercredi dernier. Tous en dessous de 7 jours, ça c'est sûr. Quelquefois il y en a des même en dessous de 6. Donc on voit bien qu'on a changé d'échelle avec nos bateaux. Sodebo, il y a 4 ans, on allait 10 nœuds moins vite. Là, dans certaines conditions, c'est de cet ordre-là dont on parle. Donc forcément, quand ça se joue sur une route qui est assez proche de l'orthodromie, donc de la route directe entre Saint-Malo et la Guadeloupe, c'est vrai que ça peut faire des temps qui sont canons et qui vont sûrement approcher, voire dépasser le dernier temps de Francis Joyon. La route du Rhum, il n'y a pas de temps de conservation ou de temps d'observation. Ça n'arrive pas, ça c'est une vue de l'esprit. Autant sur un tour du monde ou sur un Vendée, on pourrait avoir ce genre de réflexion, mais encore que de moins en moins. Plus les bateaux sont rapides et plus ils sont évolutifs dans toutes les conditions, plus ça part pied au plancher. On aurait utilisé la météo qu'on avait. Quoi qu'il arrive, chacun aurait mis le curseur dans ce qu'il était capable d'exploiter. Mais là, il y a des conditions qui restent viriles, mais où tout le monde va essayer d'exploiter ça au mieux et au max. Et je pense qu'on va tous être surpris des vitesses que ça va générer et que l'émulation de la course va forcément amener. Ça, c'est certain. Ce sera impressionnant de toutes les façons. Le skipper de Sodebo n'en était pas à son coup d'essai sur cette transat. Déjà vainqueur en 1998 et 3 fois 3e, c'est au podium qu'il est abonné, Thomas Coville. Rapidement 3 à se distinguer sur la course, Caudrelier, Gabard et Coville. Le Rennais est resté roue dans roue pour garder le contact. Cette année n'aura malheureusement pas souri de nouveau au Rennais, abonné décidément aux places de 3e. Coville et Sodebo rentrent néanmoins avec la médaille de bronze. Et comme pour François Gabard, Thomas Coville nous a donné tout à l'heure une interview exclusive que je vous invite à redécouvrir sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Victor, en quelques mots également, le classement chez les Rhum Multi. Oui, c'est catégorie qu'on parle un petit peu moins, Jean-François. Dans la catégorie des Rhum Multi, donc sur son Yes, Gilles Buckenhout est donc en première position. Il se situe à 1959 000 nautiques de la Guadeloupe. Derrière lui, Roland Jourdain sur son We Explore est à 59 000 nautiques d'écart entre Gilles Buckenhout. Et vous avez quelque chose à dire sur joli Jourdain. Projet effectivement de We Explore qui est un projet quasiment 100% écolo. Le bateau de Roland Jourdain est 80%, 70% en fibre de lin, s'il vous plaît. Voilà. À la 3e position, donc l'Audi Group de Loïc Escoffier qui accuse un retard de 88 000 nautiques d'avance sur le premier. 4e position pour Alvar de Mabille, 176 000 de retard sur son JDD. Et celui qui vient donc boucler ce top 5, Marc Guillemot, à 180 000 nautiques de retard avec son Metarom MG5. Merci beaucoup Victor. C'est le temps pour moi de refermer cette émission, de vous remercier, ainsi que Nicolas Coute qui était en Guadeloupe et qui est toujours en Guadeloupe, ainsi que Paul Maison, Regnault et Yann Brin en régie. On se quitte comme tous les soirs sur l'image du jour. On se quitte et on se retrouve demain, même lieu, même heure. Bonsoir à tous.